Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e édition des webinaires du CETIAT qui sont consacrés aux travaux du programme collaboratif technologique Heatpump Technologies de l'Agence internationale de l'énergie. Au sommaire donc, de ce webinaire, une première partie avec des rappels sur les activités de ce Heatpumping Technologies et principalement un retour sur la réunion des National Experts qui a eu lieu le 28 octobre 2021. Ensuite, nous aurons une présentation de l'annexe 58 sur les pompes à chaleur haute température par l'Operating Agent Benjamin Zuckdorf. Malheureusement, Benjamin ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais il nous a transmis la vidéo de sa présentation que nous diffuserons. Et en dernier, donc une présentation de mon collègue Pierre Pardo sur les travaux de l'annexe 54 concernant les pompes à chaleur et les fluides à bas GWP. Dans ce webinaire, donc chaque présentation sera suivie d'un temps de questions-réponses. Donc, je vous invite à déposer vos questions dans le chat du webinaire et nous essaierons d'y répondre à la suite de chacune des présentations. Donc, je commence par un rappel donc, des activités pour ceux qui n'ont pas suivi les webinaires précédents. Donc, ce programme de collaboration technologique a été mis en place par l'Agence internationale de l'énergie et porte sur les pompes à chaleur, mais dans un terme tout à fait générique, donc toutes les technologies de pompe à chaleur, au chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, la réfrigération, etc. 17 pays participent à ce programme collaboratif et pour la France, c'est l'ADEME qui est le représentant légal, mais qui a confié cette mission au CETIAT. Les travaux principaux de l'annexe de l'IEA HPT sont donc des travaux de recherche, développement et diffusion concernant l'utilisation des pompes à chaleur. Et ces travaux sont menés au travers de ce qu'on appelle des annexes du projet et également d'une réunion de National Experts qui permet de réfléchir au sujet à développer dans ces annexes. Une grande partie du travail du HPT est également donc de faire une diffusion très large de toutes les informations, résultats de ces travaux, et avec différents supports. Bien entendu, le site internet heatpumpingtechnology.org, mais également des sites dédiés pour chacune des annexes qui sont en cours, des supports sociaux tels que les comptes Twitter et LinkedIn, et puis d'autres supports que vous retrouvez aussi sur le heatpumpingtechnology.org, que sont le HPT Magazine, une newsletter, un rapport annuel d'activité. Et nous organisons également une conférence tous les 3 ans. Donc, la dernière était la conférence HPC 2020, mais qui a eu lieu en avril 2021. Et la prochaine conférence aura lieu en mai 2023 aux États-Unis. Dans l'émission que nous a confiée l'ADEME, il y a bien sûr, comme je vous l'ai dit, la représentation de la France au HPT et plus particulièrement dans les comités exécutifs, ou donc une mission de valorisation des activités de ce HPT auprès de la filière professionnelle française, afin de promouvoir et de susciter une participation de cette filière aux différents travaux du HPT au travers des annexes. Pour ce faire, nous organisons donc des webinaires et nous avons en 2019 organisé 3 webinaires, un seulement en 2020, 2 en 2021 et il y aura 2 webinaires en 2022, dont celui d'aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes les vidéos de ces webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube du CETIAT et celui d'aujourd'hui sera disponible dans quelques jours. Lors du webinaire précédent, donc, qui a eu lieu en septembre 2021, je vous avais annoncé la publication du 3e numéro du HPT Magazine pour 2021. Celui-ci est bien paru en décembre et donc concerne les investisseurs et comment réduire les émissions de CO2 dans les parcs immobiliers existants. Nous avons, lors de la réunion du comité exécutif de novembre 2021, décidé des thématiques pour les 3 numéros qui paraîtront en 2022. Le premier numéro portera sur les fluides frigorigènes. Le deuxième numéro portera sur la régulation et la surveillance des pompes à chaleur. Et enfin, le 3e numéro portera sur la combinaison de pompes à chaleur, de stockage électrique et de photovoltaïque. Donc, je vous rappelle que tous ces magazines sont disponibles sur le site.
Vous pouvez les télécharger gratuitement et vous pouvez également les consulter, les lire en ligne directement sur le site. Alors, quels sont les travaux en cours et quelle est la participation française à ces travaux? Vous voyez dans ce tableau qu'il y a un certain nombre d'annexes qui se sont terminées en fin d'année et pour lesquelles nous attendons de valider les rapports finaux. Donc, il s'agit des annexes 52 et 53. L'annexe 52 portant sur le monitoring donc, de packs géothermiques dans les grands bâtiments plutôt à destination commerciale et institutionnelle, mais également quelques immeubles collectifs. L'annexe 53 sur le développement de technologies pour avancer pour la réfrigération et le refroidissement des bâtiments. Et puis l'annexe 55, donc, qui s'appelle Comfort and Climate Box. La participation française donc, est toujours active sur l'annexe 54, cette annexe ayant été prolongée et se terminera en décembre 2023. Voilà. Et puis, la France participe également donc, à l'annexe 56 sur la digitalisation et l'Internet des objets pour les pompes à chaleur, avec une participation de EDF. La France a rejoint récemment donc l'annexe 57 avec la participation du CEA. Et elle a également rejoint l'une des dernières annexes, qui est l'annexe 58, dont on va vous parler de manière plus détaillée, avec là aussi la participation du CEA et de EDF. Enfin, les deux annexes qui ont été lancées donc, lors de ce comité exécutif et qui démarrent tout début 2022, c'est l'annexe e-pump for drying sur les process de séchage et l'intégration des pompes à chaleur dans ces process, qui porte désormais le numéro 59 et qui est animée par l'Autriche, et l'annexe 60 animée par la Grande-Bretagne, qui porte donc sur la rénovation des bâtiments non résidentiels de grande superficie à l'aide de pompes à chaleur. Ces deux annexes étant nouvelles, donc vous voyez qu'elles viennent juste de démarrer, on ne leur a pas encore attribué de couleur. Je crois même qu'elles ne sont pas encore disponibles sur le site. Elles sont ouvertes pendant 1 an à tout participant nouveau, le temps de leur mise en place. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces sujets, à revisualiser les webinaires précédents au cours desquels nous vous avons présenté ces annexes et bien entendu à me contacter si vous êtes intéressé pour y participer, pour avoir de plus amples informations et pour voir les modalités de participation. Maintenant, je vais revenir un petit peu plus en détail sur cette réunion des National Experts qui a lieu tous les ans. Donc, elle s'est déroulée cette année et depuis longtemps, elle n'avait pas eu lieu en présentiel, donc le 28 octobre 2021 à Nuremberg. C'est en fait une journée de réflexion, d'échange pour essayer de trouver de nouvelles idées de façon à constituer des projets et des annexes futures. Donc, pas mal de participants pour cette édition 2021, 21 participants, dont 2 participants de la France et le C4 était l'un d'entre eux. La réunion est pilotée par le HPC, donc le Pump Center, qui est le bras armé, je dirais, du HPT pour ce qui concerne toute l'animation et la diffusion des informations. On nous a proposé 4 thématiques de réflexion qui ont été introduites par une petite présentation sur chacun des sujets. Donc, un sujet sur le couplage sectoriel qui peut être rendu possible par les pompes à chaleur. Un sujet sur les solutions où l'on pourrait utiliser bénéfiquement le côté chaud et le côté froid des cycles thermodynamiques. Un sujet sur les modèles économiques nouveaux par rapport à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, une présentation des travaux de l'annexe 56 pour réfléchir à nouveau sur la digitalisation pour les technologies de pompe à chaleur. Ensuite, les participants ont été répartis en petits groupes et on a été invités pour chaque thématique à identifier, d'une part, la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de cette thématique, est-ce qu'on a des souhaits particuliers, est-ce qu'on voit déjà des challenges ou des défis à relever et peut-être quelques pistes de solutions pour relever ces défis. Donc, à l'aide de post-it qu'on collait sur un tableau. Dans un deuxième temps, à partir des post-it collés par les 4 groupes, de regarder, d'identifier les activités qui pourraient être menées. Est-ce que ces activités auraient besoin d'être menées en collaboration avec d'autres programmes collaboratifs de l'IEA ou avec d'autres partenaires particuliers?
Qu'est-ce qu'on attend d'un sujet qui serait développé? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait preneur de ce sujet pour essayer de le mener à bien et de le développer plus avant? Au-delà des 4 thématiques qui nous a été proposées, les participants dans la salle ont aussi proposé des sujets sur lesquels on a mené la même réflexion. Il y avait 5 sujets. Le premier était sur l'économie circulaire et les pompes à chaleur. Le deuxième sur tout ce qui était enjeux de sécurité dans l'utilisation de fluides inflammables. Intégration du stockage avec des pompes à chaleur. Une question, si on avait aujourd'hui à inventer le refroidissement pour le confort, comment on l'aborderait? Et puis, quelles solutions envisager pour les bâtiments historiques pour lesquels des problématiques d'intégration se posent liées à l'architecture de ces bâtiments et à leur usage. Donc, on a mené la même réflexion et ensuite, les participants ont voté à l'aide de petites pastilles qu'ils ont déposées sur les sujets qui les intéressaient le plus. À la suite de ce vote, on a identifié 6 sujets à retenir. Le premier, donc sur le couplage, c'est d'essayer d'identifier des exemples pratiques qui existent déjà dans des pays où il y a pas mal de chaleur et de transport électrifié, pour voir comment a été mis en place ou comment on peut mettre en place ce couplage à l'aide de pompes à chaleur. Pour le deuxième sujet, sur les solutions utilisant le chaud et le froid disponibles dans un cycle thermodynamique, l'idée était effectivement aussi là d'identifier des cas particuliers où ça serait pertinent d'utiliser des deux côtés, chaud et froid, mais à des échelles différentes. Ça peut être au niveau du bâtiment, où il y a des besoins de chaud et de froid éventuellement simultanés, mais ça peut être aussi au niveau d'une ville ou d'un quartier ou d'une industrie, ou d'un raccordement entre une ville et une industrie. Donc le premier sujet, les USA et plus particulièrement l'Institut de recherche EPRI est prêt à prendre le sujet en main. Et pour le deuxième sujet, c'est un institut suédois qui va s'en charger. Le troisième, les deux sujets suivants sont rattachés donc à l'IoT. Le premier, c'est de définir des protocoles de communication communs et d'évaluer les besoins par rapport au type de gestion à gérer pour les PAC. Ce pourrait être une suite de l'annexe 56 qui aujourd'hui est pilotée par l'Autriche, par AIT, et donc AIT était d'accord pour réfléchir plus avant sur ce sujet. Le participant hollandais, Peter Wagener, a proposé qu'on puisse voir comment utiliser toutes ces données qu'on va récolter au travers de la digitalisation pour justement améliorer la technologie de pompe à chaleur. C'est-à-dire comment collecter ces données et regarder comment ça peut bénéficier aux fabricants, aux installateurs et aux réseaux électriques. Il y a une expérience existante qui démarre aux Pays-Bas et peut-être s'appuyer sur cette expérience pour voir comment on peut l'étendre à d'autres pays. Donc, c'est le participant hollandais qui se charge de réfléchir et de développer cette idée. L'économie circulaire est un sujet qui a été proposé par la Suède et donc qui sera développé par la Suède. L'idée étant de construire une plateforme pour travailler sur un cadre pour développer cette économie circulaire pour les pompes à chaleur. Ça peut être au niveau de l'optimisation des flux de matériaux, de définir un peu des mesures d'incitation quant à la fabrication de composants recyclés. Et puis aussi, un élément important, c'est de regarder qu'est-ce que cette économie circulaire et la réutilisation de produits ou de composants, comment elle peut impacter la sécurité, l'efficacité énergétique et globalement la qualité des produits et derrière, bien entendu, la responsabilité du fabricant. Donc, ça va au-delà de l'impact environnemental lié à cette économie circulaire. Et enfin, le sixième sujet sur la sécurité d'utilisation des fluides inflammables, qui est déjà un petit peu abordé dans l'annexe 54, mais ça pourrait être approfondi par l'annexe 54 ou pris en charge par un institut suédois. Et l'objectif, c'est vraiment d'accroître la confiance des utilisateurs des utilisateurs de pompes à chaleur qui ont à l'intérieur qui utilisent des fluides inflammables. Donc, évaluer des méthodes pour réduire les risques de fuite, évaluer des détecteurs, la fiabilité de ces détecteurs à long terme,
identifier des moyens d'éviter ces fuites, de les détecter, ventilation forcée, les échangeurs double paroi, et bien entendu, minimiser cette charge qui pourrait fuir par des techniques particulières. Donc maintenant, on a ces 6 sujets. On a identifié des pilotes volontaires qui vont développer les idées. Donc, ils doivent préparer ce qu'on appelle une description d'idées qui sera soumise au comité exécutif de mai 2022. Et si cette description nous paraît tenir la route, eh bien, on demandera donc à ce pilote d'aller plus avant en préparant là réellement un document descriptif d'une annexe avec des objectifs, un programme de travail, des livrables, un planning, etc. C'est ce qu'on appelle le legal text. Et quand ce legal text sera ultérieurement validé par le prochain EXCO, on pourra lancer cette annexe s'il y a 2 pays qui souhaitent participer avec le pilote, donc qu'on appelle Operating Agent. Donc, on aura l'occasion, dans les webinaires prochains, de vous reparler de l'avancement de ces sujets. Voilà pour cette première présentation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais aller télécharger le petit utilitaire où on a reporté vos questions. Alors, le développement de protocoles de communication communs pour les PAC dans le cadre d'une annexe n'est-il pas trop ambitieux? Je ne saurais effectivement pas répondre à cette question par oui ou par non. Je pense qu'il faut déjà que cette idée qui est très, très vague, effectivement peut-être ambitieuse, soit affinée par le pilote pour peut-être mieux cibler ce qui est à faire et réduire effectivement les objectifs. Là, on a un intitulé qui est effectivement très, très vague. Il faut le recadrer pour pouvoir avoir quelque chose de réalisable et pour lesquels les objectifs peuvent être atteignables. Sur les nouvelles idées de sujets d'annexe, donc les 6 qui ont été identifiés lors du National Expert Meeting, à quel moment faut-il se positionner pour participer? Alors, le positionnement se fait quand on est dans la phase legal text, c'est-à-dire qu'on a un document tangible et on sait que l'annexe peut tenir la route et on va la proposer donc, aux pays participants. Et c'est à ce moment-là qu'on vous la proposera. Et une fois que l'annexe est lancée avec 2 pays participants, on a 1 an pour la rejoindre. Donc, on a encore un petit peu de temps. On vous en reparlera dans 6 mois. Donc, c'est à échéance 6 mois, 9 mois. Y a-t-il déjà des pays dans lesquels on couple l'usage de PAC avec les véhicules électriques? Alors, l'idée, faudrait que je retrouve par qui l'idée a été présentée, mais je suppose que oui, ça commence. Il y a quelques pays où, même si ce n'est pas opérationnel totalement, c'est déjà fortement envisagé. Pouvez-vous rappeler comment sont utilisés, appliqués les annexes in fine, débouchés législatifs, réglementaires ou autres? Alors, les rapports des annexes sont disponibles ensuite sur le site. Il y a des résumés qui sont faits différemment et qui sont destinés plutôt à des pouvoirs publics, à différents acteurs, à différents groupes cibles, avec un message dédié. C'est repris aussi à un niveau plus élevé puisque les outputs, les outcomes, enfin les résultats d'une manière généralisée sont repris dans des documents de l'Agence internationale de l'énergie. Quand l'agence fait des documents sur les zéro émission, les émissions zéro émission de CO2 en 2050, et ben elle met en avant que les technologies de pompe à chaleur sont un outil, elle met en avant des résultats d'annexes, etc. Donc, c'est porté, pas forcément à niveau réglementaire, mais c'est porté comme quoi les pompes à chaleur, dans beaucoup d'applications, comment elles peuvent être utiles à atteindre des objectifs ambitieux tels que le zéro CO2 émissions, des plans climat, des objectifs de plan climat, etc. C'est une finalité à terme pour aider à contribuer
aux impacts du réchauffement climatique, mais ça peut être aussi utilisé par les industriels eux-mêmes en identifiant des éléments techniques qui leur paraissent intéressants pour développer de nouveaux produits, etc. Donc vraiment, l'annexe, et en fonction du sujet, peut être vraiment utile à différents groupes cibles. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vais maintenant passer au deuxième sujet en lançant la vidéo donc, de Benjamin Zuldorf, qui est l'Operating Agent de l'annexe 58, et qui va vous présenter cette annexe donc, qui a démarré il y a un an. Est-ce qu'on va entendre? Voilà, donc je vous laisse écouter la présentation de Benjamin Zuldorf. Hi everybody, my name is Benjamin Zuldorf from Danish Technological Institute, and I have the pleasure today to present you our Annex 58 about high temperature heat pumps. Unfortunately, I cannot be there live, but I will hope that this video will do its job, and in case of any questions or unclarities, feel free to contact me by my email address here. I'm going to start by outlining the potential for using high temperature heat pumps. Before I will explain a bit what we are doing in the annex by introducing the task we are looking at and showing some of our first results. In order to understand the potential for high temperature heat pumps, I'm here showing a figure that is showing the total energy demand for process heating and cooling in industry. The figure is based on data from Heat Roadmap Europe, and we can see that first of all, process heating is accounting for a very large share of the total energy demand. If we look at the temperature distribution, we can note that actually a relatively large share of heat is required at temperatures between 100 and 200 degrees. Today's heat pump technologies could supply temperatures of approximately up to 100 degrees, and supplying at higher temperatures, this is what we would consider as high temperature heat pumps, could cover, for example, let's say between 100 and 200 degrees, approximately 26% of the process heat demand. And this is simply underlining the very huge potential of high temperature heat pumps, so heat pumps that can supply process heat above 100 degrees. Furthermore, we can also see the current utilities here, so the current distribution or the current heat supply, and we can see that these processes are to a large extent covered nowadays by gas, oil and coal. So also the potential for reducing CO2 emissions is correspondingly large. Based on the previous figure and knowing that heat pumps are expected to show the best lifetime performance, both in terms of energy efficiency but also economic performance, we could see that there's really a huge market potential for covering process heat with high temperature heat pumps. However, we could also see that the relevance of this technology has not really been considered, and therefore we from DTI went together with 7 other R&D institutes across Europe together, and we have prepared a white paper which you're very welcome to have a look at. I'll post it here, the link, and both to the white paper itself and to a webinar. In the white paper, we outlined the great potential of high temperature heat pumps and also identified some sectors. We know, for example, that food and beverage sector is having a large heat demand between 100 and 200 degrees. Similarly, it is for pulp and paper and chemical industries, but also machinery and non-metallic minerals. All in all, we could see if we could manage to increase the supply temperature of high temperature heat pumps to 200 degrees, we could cover up to 37% of the process heat demand. And this would not only yield electrification, but also increase energy efficiency and thereby contribute to a huge reduction in CO2 emissions. The huge potentials that we outlined were confirmed by several studies. Among others, it was confirmed by the Net Zero by 2050 roadmap, which was published by the International Energy Agency in May 2021. In this study, the IEA evaluated different technologies with respect to the perspectives for reaching the net zero emissions by 2050. They found for decarbonizing
the industrial heat demand for light industries, that actually high temperature heat pumps are going to play a crucial role. We could see it here that up to 2030, approximately 15% of the low and medium temperature heat demand, so meaning up to 400 degrees, should in the best case be covered by heat pumps. And knowing this heat demand, we know that this is to a large extent above 100 degrees. So we see here 15% of the heat should be covered in 2030 by heat pumps, and approximately 30% of the heat should be covered by industrial heat pumps by 2050. This is really huge numbers, and this is really again outlining the potential for the developments. And to become or to show some more even concrete numbers, in order to reach it, we would need to install approximately 500 megawatts of heat pumps over the next 30 years every month. And this is huge numbers, and again, once more giving the motivation to get further and advance the state of the art for industrial heat pumps and make sure that we get even more into application. Having these huge numbers in mind, we have to ask, how can we make sure to exploit this potential and make sure that industrial heat pumps are really going to be a success for reducing the CO2 emissions? In this context, we do strongly believe that an annex has a great contribution and a crucial role to play, and this is why we initiated the Annex 58 on high temperature heat pumps. IEA annexes are, let's say, working groups among different countries and a lot of organizations with the aim to bundle the information, provide overviews, and to form this into, let's say, concrete guidelines for exploiting the impact of a certain technology. And this is exactly what we do for high temperature heat pumps here. The Annex 58 about high temperature heat pumps aims at providing an overview of heat pumping technologies, its potentials, and its perspectives. We are also going to develop concepts and strategies for or to support the transition towards heat pump based process heat supply. We are considering all different heat pump technologies with supply temperatures above 100 degrees, and we are going to have 5 tasks focusing on the technology overview, concept development, so the development of blueprint solutions. In the next task, we are going to address the application, so how can we really realize these blueprint solutions. Then we're going to address a bit about the testing of industrial heat pumps, and of course we have a specific task on dissemination. Some facts about this annex: we have started in 2021 and we are going to finish in 23. So we just started with our second year here. It is an IEA annex of the HPT, so the Heat Pumping Technologies Technology Collaboration Program. There is a homepage which you're welcome to visit if you want to see more information, and we are having already quite many participants. So in total we are having 10 participants, and there are 2 more interested in joining, and this really comprises participants from Japan and many European participants, among others of course France, but also from UK, US are interested, and we for example also have Canada. So this is really a global collaboration project here. The annex is organized in a way that different countries can participate, and each country is building a national group, a national support group, and is nominating a national representative. It is different for each country how many members are in the national support group. For some it is more, and for some it is only 1 or 2. In the case of France, it was mainly EDF who participated, so this is Clément Gachot, and now recently CEA has also joined, so there are 2 members in the national group for France. We are having different working meetings in an international working group that we mainly involve the national representatives, and they are then disseminating this and then coordinating with the national support groups. And then we also have some information meetings, webinars, and information events, and therefore we are always inviting all members, including the members from the different national groups.
We from DTI here in Denmark, we are coordinating this. We are having also a Danish group, but we're also coordinating the entire annex as the operating agent, and therefore we are also doing the communication with the IEA Executive Committee. As already mentioned, Annex 58 is structured in 5 tasks. Task 1 is about technologies. Here we are starting with a technology overview, which is including both available and close-to-market technologies. And we think this is really important to also include close-to-market technologies, because we can see that this market, both in terms of application but also technology development, is really fast developing, and therefore in order to exploit the potential and communicate what would be possible and what will be possible in a few years, therefore we are also including close-to-market technologies. Furthermore, we are summarizing information about demonstration cases, and we're going to conclude with giving development perspectives, so highlighting what is expected for the coming years. We could also see that the realization is a bit tricky, so therefore we have actually task 2, developing concepts. In these concepts we are developing best practice, or you could call it blueprint solutions, for heat pump based process heat supply, and this will be done for various industrial processes and sectors. When we have these these concepts, then we can actually see that it's sometimes challenging to bring these into application. And therefore we are having task 3, which is addressing exactly this transition towards heat pump based process heat supply. And in this task we're going to analyze challenges and we'll develop some, let's say, recommendations on how to master the transition towards heat pump based process heat supply. Another showstopper which we could identify is the definition and testing of heat pump specifications. And therefore we're having task 4, where we're going to address this topic, and we're going to provide a baseline for performance comparisons, and they are definitions and they should be also able to be tested. And then lastly, this is what we're doing right now. So we are doing dissemination. So we really want to increase awareness and a variety of stakeholders, and therefore we are really having a lot of dedicated dissemination activities. Here's a short overview of the timeline, and I already said that we started in 21, and we actually started with task 1 in January, and we're about to finalize the technology review here in task 1. We're going to finalize it with a report, which is going to be published in approximately April this year, and I'm right about to. In the next slide I will show a bit more about the results of task 1. Task 2 is ongoing. We started that a few months ago, and we're having first results here, and we're going to proceed with it during the next year and up to March, April next year in 23. We are soon about to start task 3 about the applications, and also about task 4. We are involved in coordinating most of those, and for task 2 we are supported by Colin Abagas from Ost in Switzerland, and then we are supported by AIT, Sabrina Duzek from AIT in Austria for task 3. Coming to task 1, you have just seen that we're going to finalize it in March, April this year, and then we're going to have an official report. So I cannot show all the results of it, but give you a sneak preview here, and with some, let's say, preliminary results. This report was to a large extent based on a technology review which we did. We had such templates for technology descriptions. You can see them here. I posted some figures there of those, and this is something which we sent to technology suppliers and asked them to fill these technology descriptions, and we actually ended up with 26 two-page descriptions, very compact and illustrative descriptions of their technologies. So this is a very good baseline for communicating what high temperature heat pumps can do, and this again included both available and close to market technologies. We did a similar review for realized demonstration cases, and here we could actually manage to gather 11 descriptions. What we could see from this state-of-the-art review, we could actually see that the state-of-the-art is very much based on the compression technology.
and we could see different trends and different groups of technologies here. First of all, we could see compressors from process industries. They are very advanced. They are typically used for very large capacities, so in the megawatt range, and they are most competitive for applications above, let's say, 15 to 20 megawatts of heat capacity. However, they're typically application specific designed, which is giving them a relatively huge initial cost, and therefore they are cost intensive, and again they are most competitive when they benefit from economy of scale to above capacities of 15 to 20 megawatts. Then we can see a lot of modified refrigeration compressors. This is where you use compression equipment, commercial compression equipment or industrial compression equipment from refrigeration applications and upgrade those. We've seen a lot of those applications in district heating, and now we can see that we are pushing the boundaries even more and extends range of applications to even higher temperatures. And this is typically applications in the megawatt range, but below 15 to 20 megawatts. And then we can see that there are some concepts of novel and somewhat strongly adapted technologies. And this could be, for example, turbo compressors from automobile industries, adapted pumps we have seen, actually truck engines modified for compression equipment and so on. And they are in very many different capacities available. So based on this gathered information from all these technology descriptions, we did some analysis, and part of the analysis you can see here. So I'm showing here the maximum supply temperatures over the heat pump or heat supply capacity for the different technologies we identified. First of all, we can see that they indicated the maximum heat supply temperatures of well above 100 degrees. So we can even see some technologies going above 200 degrees here. And then we can also see that a lot of capacities are covered. So actually from a few hundred kilowatts to several tenths of megawatts. This should not be mistaken. This is an overview, and again we also included close to market technologies. So not all of them are completely mature, and we can also see that there's different investment costs for these different systems here. I already indicated it. Another aspect is certainly the specific investment cost, and therefore I'm here showing the specific investment cost for all the different solutions over the maximum supply temperatures. And also here we can see strong variations, and not really a clear trend, but we can see that the specific investment cost is varying considerably. We can see that some indicated values as low as 200 euros per kilowatt heat supply capacity, and some were going up to values of 1,200. So we really have a factor of 6 in between those technologies here, and this should be considered when evaluating the maturity of the different technologies. What can we conclude from our review, and what is the main outcome of this technology review? First of all, we have seen that there are many technologies for supply temperatures above 100 degrees. We identified 26 different technologies, and all of them had supply temperatures above 100 degrees. However, this should not give the picture that there is completely off-the-shelf equipment available, because all of them had some shortcomings, and this could arise from technology readiness level. So we really need some more technological developments in the compression equipment, lubrication system, and so on. Some of them were simply too expensive, so that we need some more developments really associated or aiming for reduced investment costs. And then we could see that we really have a variety of applications which requires specific solutions for reaching most optimal performances. And therefore we need technologies addressing different temperature profiles, different capacities. We have to address the heat pump integration, and we have to support this transition towards long-term decarbonization strategies. And this is also exactly what we're doing in this annex. If you're interested in this topic, and especially the annex work, then you're really welcome to reach out and to follow up on the annex. And this should be done by contacting Clément Cochot, but you can also reaching out to me. And one of the activities you could be involved in, this could be the deep dives where you could follow. And these deep dives are typically coordinated as
as 2-hour webinars where we are inviting different presenters for specific key topics. We had presentations about medium large-scale heat pump systems. We had a specific topic of steam generation, mechanical vapor recompression. We had the topic of working fluid and cycle optimizations. And you can see here that there are many, many more ideas, and we're going to proceed with them probably somewhere around summertime this year. And again, if you're interested and would like to follow, don't hesitate to reach out to me or Clément. And if you are so interested that you would like to learn even more about the topic of high temperature heat pumps, then I'm hereby taking the liberty to advertise for our third symposium on high temperature heat pumps, which is going to be held on 29th and 30th of March in Copenhagen, Denmark. We are going to address everything around high temperature heat pump. It's a 2-day event. We have an exhibition area also with different companies there. And well, the registration is open right now. Please visit the homepage. You have a link here, and feel free to reach out in case of any questions. Yes, and this brings me already to the conclusion and an outlook of this talk. So what could we conclude? We have certainly seen that high temperature heat pumps are going to have a considerable potential, and together with available technologies, we expect that really a lot of developments are happening right now, and that we are expecting a huge rapid technology uptake in industry between 2025 and 2030. However, in order to make it a success, we need a variety of technologies and manufacturers to really provide competitive solutions. However, we could also see that process integration and decarbonization strategies are really key to reaching an optimal solution and exploiting the potentials. This should be supported by many different efforts, but we can also see that it's also key to have multidisciplinary and cross-sectoral R&D activities, and we think that we are contributing to this by our annex. The outlook, so what can we expect during the next years? We've already seen it in the talk, and I would like to outline it once more. We are really going to expect that high temperature heat pumps are going to be established as a reference heating technology for industrial process heat supply at temperatures of up to 150 and 60 degrees around there. We are expecting that the state of the art for technologies at even higher temperatures will advance throughout the next years, and we will make sure that many more stakeholders are going to be aware of the solutions of high temperature heat pumps, and that the potential of high temperature heat pumps is considered in energy planning. Yes, this brings me to the end of my talk, so thank you very much for your attention. In case of any questions or comments, please feel free to reach out to me directly per mail, or feel also free to contact Clément. He would be happy to assist in case of any questions. Thank you very much once more, and hope to see you soon in person again. Bien, j'espère que vous avez trouvé un intérêt assez important dans la présentation de Benjamin, que j'ai déjà remercié. Vous n'avez pas posé de questions par le chat, mais Benjamin vous invitait à lui envoyer des messages si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas soit à le contacter directement, soit le faire par le biais du CETIAT et par moi-même. Nous allons aborder la troisième partie de ce webinaire et je vais laisser la parole à mon collègue Pierre Pardo pour nous parler des travaux de l'annexe 54 sur les pompes à chaleur et les flux bas GWP. Pierre. Donc bonjour à tous. Donc je suis Pierre Pardo, je suis ingénieur au CETIAT. Aujourd'hui, alors hop, problème d'affichage.
Donc oui, je suis Pierre Pardo, ingénieur au CETIAT. Je vais vous présenter le suivi des travaux de l'annexe 54, donc de l'IEA. Ça va se dérouler en deux parties. La première partie, ça va être essentiellement des généralités autour de cette annexe. Puis, on présentera une étude qui a été réalisée par l'Université du Maryland un peu plus en détail. Hop. Donc tout d'abord, le titre de l'annexe est le suivant, donc c'est Heat Pump Systems with Low GWP Refrigerants. L'operating agent, c'est Yuno Wang de l'Université du Maryland aux États-Unis. Aujourd'hui, donc les pays qui contribuent à cette annexe sont les suivants. On va retrouver donc les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, la France depuis janvier 2020, l'Autriche, l'Allemagne et enfin la Suède. Donc en France, il y a uniquement donc le CETIAT qui contribue. Et donc vous pouvez voir parmi les contributeurs, on va retrouver des instituts comme le Fraunhofer par exemple, le NEDO, des universitaires avec l'Université de Tokyo, le Maryland, le KTH, l'Université de Corée et également des industriels comme Chemours, Honeywell et enfin Danfoss. Donc l'annexe a débuté en janvier 2019 et elle se terminera le 31 décembre 2023. Donc cette annexe a été prolongée de 2 ans. Initialement, elle devait se terminer donc le 31 décembre 2021, mais il restait des résultats à apporter, donc elle a été prolongée pour 2 ans supplémentaires. Donc à ce jour, les différentes réunions qui ont été réalisées sont listées ci-dessous. Alors, j'ai peut-être présenté uniquement les réunions qui ont été faites en 2021, puisque les autres avaient déjà été présentées lors du webinaire précédent. Donc, en 2021, il y a eu une réunion d'experts et 3 workshops. Donc, le premier workshop, le workshop numéro 3, s'est déroulé lors de la conférence HPC 2020. Durant ce workshop, le CETIAT a réalisé une présentation qui présentait donc les résultats de fluides frigorigènes alternatifs au 410A dans les pompes à chaleur, donc une étude qui avait été menée au CETIAT entre 2014 et 2018. Ensuite, le workshop numéro 4 s'est déroulé donc le 16 juin 2021 en ligne lors de l'HFO conférence. Et enfin, donc le workshop numéro 5 s'est fait le 1er septembre 2021 lors de la conférence TPR 2021. Donc c'est Thermophysical Properties et Transfer Process of Refrigerants. Les objectifs de l'annexe sont les suivants. Donc le premier, c'est de promouvoir l'utilisation de fluides à faible GWP pour accélérer la réduction de l'utilisation des HFC. Et le second objectif, c'est de développer des recommandations de conception pour des composants et systèmes optimisés pour ces nouveaux fluides. Donc pour atteindre ces objectifs, l'annexe s'articule autour de 5 axes de travail. Donc les 2 premiers vont présenter plutôt des états de l'art. Donc le premier, c'est sur les fluides frigorigènes à faible GWP, leurs propriétés et les normes applicables. Le second, c'est des états de l'art plutôt sur toute la partie sécurité et inflammabilité de ces fluides et comment les utiliser de façon sûre. Le troisième point concerne plutôt l'optimisation des composants des pompes à chaleur pour l'utilisation des fluides frigorigènes à faible GWP. Le quatrième point, c'est l'analyse donc du LCCP, donc du Life Cycle Climate Performance, avec des systèmes actuels, donc de pompes à chaleur qui utilisent des fluides frigorigènes de type HFC et des systèmes optimisés qui utiliseraient des fluides frigorigènes à faible GWP. Et enfin, le 5e point, c'est plutôt les perspectives pour les pompes à chaleur en 2030. Donc le programme de travail finalement est décomposé en 5 tâches. Donc la tâche 1, c'était donc l'examen des technologies des fluides frigorigènes. Donc un état de l'art a été réalisé et l'ensemble des résultats sont consignés dans le rapport de l'annexe, le rapport 2019 qui est téléchargeable en suivant le lien
le lien suivant. Globalement, vous tapez annexe 54 IEA sur Internet et ça vous amènera directement sur le site de cette annexe où vous pourrez télécharger l'ensemble des documents. La tâche numéro 2, donc c'était plutôt sur des études de cas et des recommandations de conception pour l'optimisation des composants et systèmes. Donc ça, c'est ce qui avait été présenté lors du webinaire de l'année dernière. Donc il y a plusieurs approches, une approche expérimentale, des outils de modélisation, et donc là, l'ensemble des résultats sont consignés dans le rapport de 2020. Cette année, les travaux se sont concentrés plutôt sur la tâche 3, donc avec l'analyse de l'impact de l'optimisation de la conception sur la réduction du LCCP. Et donc, ces travaux seront présentés dans le rapport 2021 qui sera bientôt disponible sur le site de l'annexe 54. Et enfin, donc, il reste la tâche 4, les perspectives pour 2030, et puis une tâche transversale, donc la tâche numéro 5, qui est le rapport final et la dissémination des résultats. Donc aujourd'hui, on va regarder une étude en particulier donc, qui s'intègre à la tâche 3 sur la réduction du LCCP. Donc c'est les travaux qui ont été réalisés par l'Université du Maryland et donc qui s'intitule Comprehensive Investigation of Live Climate Performance of Unitary Heat Pump Systems. Donc l'objectif des travaux, c'était d'évaluer le LCCP d'un climatiseur réversible qui utilise un compresseur fixe dans différents pays. Le second objectif, c'est d'évaluer l'impact du fluide frigorigène sur le LCCP. Donc plusieurs fluides ont été étudiés, on retrouve le propane, donc le R290, du R32, du R452B, le 466A, et le fluide de référence était le 410A. Et donc le troisième point, c'est d'évaluer l'effet d'un îlot de chaleur urbain sur le LCCP. Alors sur ce troisième point, c'est plutôt, il faut plutôt entendre l'effet de la base de données météo qu'on va utiliser sur le LCCP. Donc tout d'abord, le LCCP, qu'est-ce que c'est? Donc LCCP, donc c'est pour Live Climate Performance, ça va correspondre en fait à l'ensemble donc des émissions équivalentes CO2 qui vont être émises tout au long du cycle de vie d'une pompe à chaleur. Donc on va retrouver deux composantes, les émissions directes qui vont être liées au fluide frigorigène, donc au fluide de fluide frigorigène, et également aux produits de dégradation de ce fluide frigorigène dans l'atmosphère qui vont également avoir un GWP. Et ensuite, il va y avoir les émissions indirectes de CO2 qui vont être liées donc à la consommation d'énergie de la pompe à chaleur. Donc, la production de l'électricité générera une certaine émission de CO2. Ça va être également lié à la fabrication des matériaux, donc du métal, du cuivre, etc., qui est utilisé dans la machine. Ça va être également lié à la fabrication du fluide frigorigène et au recyclage donc des matériaux et du fluide frigorigène qui sont utilisés dans la machine. Donc le LCCP prend en compte l'ensemble de ces sources pour calculer donc les quantités équivalentes de CO2 qui vont être émises tout au long du cycle de la vie d'un climatiseur. Donc pour l'étude, tout d'abord, les fluides frigorigènes qui ont été choisis sont les suivants. Donc je les ai déjà cités, mais on va voir un peu plus en détail quelques caractéristiques. Donc le 410A qui est bien connu, un fluide de classe 1, c'est-à-dire non toxique et non inflammable. Donc son inconvénient aujourd'hui, c'est son GWP qui est élevé à 2088. Et donc pour la production de ce R410A, le procédé de fabrication va émettre 10,7 kg équivalent CO2 par kilogramme de fluide produit. Ensuite, il y a un fluide qui est sorti récemment, qui est produit par Honeywell, le 466A, donc qui est de classe 1, donc non inflammable également, avec un GWP qui va être quasiment 3 fois plus faible, à 730. Son inconvénient, cette fois-ci, ce sera un prix qui est élevé. Puis on va retrouver le R32 et le 452B avec des GWP à peu près équivalents à 675 qui vont être moyennement inflammables, donc ça va être leur principal inconvénient. Et enfin le propane, donc qui est de classe A3, qui est très inflammable mais avec un GWP très faible, donc ce qui est très intéressant à 3.
Et pour le coup, là, le procédé de fabrication du propane va émettre beaucoup moins de CO2 par kilogramme de fluide produit. Donc finalement, ces données vont servir au calcul des émissions directes dans le LCCP. Ensuite, un paramètre qui va être très important à évaluer, c'est la consommation d'énergie annuelle du système de climatisation. Donc, la consommation d'énergie annuelle, elle va se composer de la consommation d'énergie du système, donc ici un climatiseur, pour la production de refroidissement et également du chauffage d'un bâtiment tout au long de l'année. Donc, idéalement, des mesures sur site sont disponibles. Pardon. Donc, idéalement, des mesures sur site sont disponibles et du coup, on peut déterminer de façon directe la consommation d'énergie annuelle. Néanmoins, dans la majorité des cas, les mesures sur site ne sont pas disponibles, alors il va falloir passer par différentes étapes. Les premières, ça va être de déterminer les performances du climatiseur pour différentes températures de sources chaudes et de sources froides, déterminer les besoins en refroidissement et en chauffage d'un bâtiment, et enfin donc déterminer la consommation d'énergie annuelle, donc qui est appelée AEC dans l'étude. Donc pour comparer le LCCP dans les différents pays avec différents fluides frigorigènes, les consommations énergétiques annuelles ont été évaluées par simulation dans l'étude du Maryland. Et donc pour cela, on va commencer par la détermination des performances du climatiseur. Donc les auteurs ont utilisé le logiciel VAPSIC, qui est aujourd'hui proposé par la société Optimized Thermal Systems. Ils ont modélisé deux climatiseurs. Donc un climatiseur ayant une puissance de 10,5 kW froid et un autre de 12,3 kW froid. Tout simplement parce qu'il y avait des régions dans le monde où ils ont réalisé leurs calculs où les 10,5 kW froid n'étaient pas suffisants, notamment à Phoenix aux États-Unis où le besoin en froid était très important. Donc, leur modèle de climatiseur a été validé avec des résultats d'essai, donc au 410A et au 32, et la comparaison montre des écarts à plus ou moins 5%, donc sur les puissances électriques, calorifiques et frigorifiques, et également sur les débits massiques de fluide frigorigène à l'intérieur de la machine. Pour chaque fluide, la cylindrée et la vitesse de rotation ont été définies pour optimiser les performances du système. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau ci-dessous. Donc, vous avez les deux systèmes à 10,5 kW et 12,3 kW. La seconde colonne présente la vitesse de rotation. On retrouve la cylindrée et la charge en fluide frigorigène. Le graphique à droite présente les performances des climatiseurs en froid. Donc vous avez la température extérieure en abscisse et le COP en heure donnée. Globalement, en mode froid, l'ensemble des fluides frigorigènes alternatifs au 410A auront de meilleures performances que le 410A. Le 452B, le R32 et le 466A ont des performances qui vont être à peu près équivalentes et le propane sera au-dessus. Ensuite, donc les auteurs ont évalué les besoins du bâtiment. Donc pour cela, ils ont utilisé un modèle physique de bâtiment qui est décrit dans un bouquin numérique de Wingen-Sendora de 2015. Ils ont utilisé une pièce de 10 mètres par 10 mètres qui est orientée vers le sud dans l'hémisphère nord. Deux fenêtres installées face sud et face nord, pas d'ombrage. Et le plafond et le plancher sont supposés adiabatiques. Donc vous avez différentes caractéristiques du bâtiment qui sont décrites, avec notamment la hauteur sous plafond, le ratio entre fenêtres et murs, l'albédo, la constante de déperdition des parois, l'énergie fournie par les occupants. Donc on aura 75 watts pour l'énergie sensible et 55 watts pour l'énergie latente. La densité d'occupants, la densité d'équipements électriques et enfin les heures de travail où on va retrouver ces occupants.
Donc, les besoins du bâtiment et les performances de la machine sont déterminés. Maintenant, il fallait déterminer les facteurs d'émission du réseau. Donc, GEF, ça veut dire Grid Emission Factor. Et également le CC, donc le CC qui va être plutôt dédié aux matériaux, qui signifie N-Body Carbon Coefficient. Donc ce tableau est assez intéressant, qui va présenter ces différents coefficients donc pour l'étude. Donc le poids de la machine est de 115 kg. En bleu, vous avez le pourcentage de matériaux utilisés dans la machine. Donc, il va y avoir 12% d'aluminium, 19% de cuivre, 23% de plastique et 46% d'acier. Ensuite, on va retrouver les valeurs donc de GEF et de CC pour chacun des pays donc qui sont étudiés par l'Université du Maryland. Donc, on retrouve 3 régions, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. On voit qu'en Europe, donc au niveau du Grid Emission Factor, ce sera la Suède qui aura le plus faible, avec 12 grammes de CO2 qui vont être émis pour 1 kWh électrique produit, et la Chine qui aura donc la valeur la plus élevée, avec 623 grammes équivalent CO2 par kWh électrique fourni, tout simplement parce que l'électricité n'est pas produite de la même façon. En Suède, on va être sur plutôt de l'hydroélectricité, en Chine sur du charbon. Et donc, on va également retrouver ces valeurs pour la production d'aluminium, de cuivre, de plastique et d'acier dans chacun des pays. Quand les valeurs ne sont pas disponibles, les auteurs utilisent la valeur moyenne dans le monde. Un point important, donc ça, ce sont les valeurs qui sont utilisées dans cette étude. Néanmoins, en fonction des sources, ces valeurs divergent. Le quatrième point, ce sont les données météo qui ont été utilisées pour l'étude. Donc ici, il y a 2 jeux de données qui ont été utilisés. Donc des mesures qui ont été faites dans le campus de l'Université du Maryland, qui est dit comme îlot de chaleur parce qu'il présente des bâtiments, et un jeu de données qui correspond donc à un aérodrome qui est juste à côté de l'université. Et donc ces données sont issues d'une station météo. On peut voir qu'entre l'université et l'aérodrome, il y a à peu près 1 mile, ça fait 7 minutes de vélo, donc c'est très proche. Et pourtant, il va y avoir des écarts de température assez conséquents. Donc les 2 graphiques ci-dessous présentent l'évolution des températures donc au mois de janvier, au 15 janvier, en fonction de l'heure de la journée, et donc au 1er juillet. Donc en bleu, ça représente la température à l'intérieur de l'université du Maryland, et en rouge, c'est la température qu'on a au niveau de l'aérodrome. On voit qu'il y a quasiment un écart de 5 Kelvin en hiver sur la journée d'hiver donc dans l'université du Maryland, et en été, on a des pics jusqu'à 10 Kelvin au-dessus au niveau de l'université du Maryland. Donc c'est ça qu'ils appellent l'îlot de chaleur. Donc globalement, ce qui se passe, c'est finalement dans l'université, on va avoir une distribution des températures qui va un peu se décaler sur les températures plus élevées, et au niveau de l'aérodrome, une distribution qui va être vers des températures un peu plus froides. Donc, pour calculer finalement la consommation énergétique annuelle, il a fallu répertorier l'ensemble de ces données qui sont les performances énergétiques du bâtiment, modéliser un bâtiment et le coupler avec des données météo pour, in fine, savoir la consommation électrique du climatiseur pour le chauffage et le refroidissement de ce bâtiment. Maintenant, on va passer aux résultats et on va tout d'abord regarder l'impact de la localisation sur le LCCP. Donc la figure ici représente le LCCP, donc en kilogrammes équivalent CO2, pour un climatiseur qui utilise du 410A. Et en ordonnée, vous avez les différentes régions étudiées. Donc vous avez les États-Unis, donc à Phoenix, Miami, proche de l'Université du Maryland, au Japon, en Europe et enfin en Chine. Donc globalement, on a 2 tendances qui sont observées. Donc en Suède et en Suisse, le LCCP est très faible car le Grid Emission Factor est très faible.
avec entre 12 et 14 grammes de CO2 produits par kilowattheure électrique. Donc ce sont les fluides qui vont avoir le plus d'impact sur le LCCP. Pour tous les autres pays, où finalement le Grid Emission Factor est élevé, ce sont la consommation d'énergie en refroidissement et en chauffage qui vont contribuer le plus fortement au LCCP. Donc clairement ici, on voit que l'amélioration des performances du climatiseur, ce sera le levier principal pour réduire de façon significative ce LCCP. D'autres leviers sont disponibles, on pourrait aussi imaginer réduire les besoins du bâtiment. Maintenant, donc les auteurs ont évalué l'impact du choix du fluide frigorigène dans les différents pays sur le LCCP. Donc sur cette figure, on représente donc 4 régions sont représentées: la Chine, les États-Unis, le Japon et la Suède. Et en ordonnée, donc vous avez le LCCP. Donc pour la Chine, les USA et le Japon, c'est la consommation d'énergie qui a le plus d'impact sur le LCCP. Donc pour la même raison que précédemment, c'est car le GEF est élevé. En Suède, ce seront les fluides de fluide frigorigène via le JWP du fluide qui auront le plus d'impact sur le LCCP. Maintenant, si on regarde l'impact du fluide frigorigène, on voit que l'ensemble des alternatives au 410A présentent des LCP plus faibles, donc il y aura un bénéfice à utiliser ces alternatives qui ont des GWP plus importants. Et donc, ce sera beaucoup plus marqué dans des pays où le Grid Emission Factor est faible. Par exemple, en Suède, l'utilisation du propane permet de réduire le LCCP d'environ 60% en comparaison au 410A. Et maintenant, un dernier point sur l'impact des données météo sur le LCCP. Donc, ici en abscisse, vous avez le LCCP et en ordonnée, donc vous avez la météo utilisée et ainsi que le fluide. Donc, il y a du 452B, le 32, le 410A et le R290. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans le campus, la température est toujours supérieure à celle de l'aérodrome. Donc, globalement, la consommation dans le campus sera plus élevée en été parce que les besoins en froid seront plus importants. Et en hiver, la consommation sera plus faible. Sur les calculs qu'ils ont réalisés, cela entraîne une augmentation globale du LCCP jusqu'à 8% dans le campus. Donc, en fait, il y a un choix. Quand on choisit les données météo, on peut voir qu'en fonction des jeux de données météo qu'on peut avoir, l'écart sur le LCCP peut être conséquent. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, les conclusions de l'étude sont les suivantes. Donc, globalement, c'est l'efficacité du système a un impact qui va être 10 à 100 fois plus important sur le LCCP que les fluides de fluide frigorigène dans les pays où le Grid Emission Factor est élevé. Pour les pays avec un GEF faible, comme la Suède, la Suisse ou la France par exemple, les fuites sont le principal contributeur au LCCP. D'où l'intérêt d'avoir un fluide à très bas GWP dans ces pays. Les auteurs montrent que la fabrication du fluide frigorigène représente jusqu'à 3% des émissions du LCCP, donc finalement cette contribution est mineure par rapport à la consommation d'énergie. Et les auteurs indiquent que les alternatives utilisées dans cette étude sont tous d'excellentes alternatives au 410A, avec des LCCP du 32, du 452B et du 466A qui sont proches les unes des autres, le LCCP du 410A qui est toujours le plus élevé, et le LCCP du propane qui sera toujours le plus bas. Et enfin, donc pour un écart de température jusqu'à 5 Kelvin, avec 2 jeux de données différents, on va avoir un impact direct sur le LCCP jusqu'à 8%, tout simplement parce que ça change les consommations énergétiques. Donc voilà pour cette étude qui était assez intéressante et qui rappelle les enjeux majeurs finalement quand on va changer de fluide frigorigène et choisir une alternative. Donc c'est important de passer à des fluides à faible GWP, mais il ne faut absolument pas négliger donc les performances des systèmes qui vont avoir une contribution très importante dans certains pays sur les émissions de CO2. Donc les conclusions sur l'annexe 54. Donc en 2021, les contributions du CETIAT ont été des résultats d'essais sur une batterie à LH utilisant différents fluides frigorigènes. Donc vous pouvez récupérer ces résultats dans la note technique 2019-044.
La majorité des participants aujourd'hui travaillent sur l'utilisation du propane dans les packs et les climatiseurs. Les principaux axes de recherche sont les nouveaux designs des échangeurs, notamment les performances et les sécurités et la réduction de charge dans les machines. Et donc, je vous rappelle que les présentations de l'annexe 54 et l'ensemble des documents sont téléchargeables gratuitement sur le site internet donc de l'annexe 54 en cliquant sur le lien suivant. Donc, je vous remercie pour votre attention et maintenant, on va peut-être passer aux questions. Alors, vas-y, Michel, bien que ouais, je suis désolé. Alors, nous avons quelques questions sur... voilà. Donc, Pierre, la première question, l'étude de l'Université de Maryland. Pourquoi avoir choisi un climatiseur avec un compresseur fixe? Et est-ce que les résultats sont transposables à des compresseurs de type inverter? Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi un compresseur fixe dans l'étude. Je pense que c'est pour simplifier les calculs. Et je ne sais pas si les résultats... Enfin, dans les grandes lignes, je pense que les résultats sont transposables, c'est-à-dire que sur les conclusions de dire plus le grid emission factor est élevé, plus la consommation énergétique des systèmes aura un poids important dans le LCCP, ça l'est. Après, j'imagine qu'avec des compresseurs inverters, l'efficacité des machines sera améliorée. Je peux rajouter un complément. Donc, pourquoi la valeur moyenne mondiale de GEF reprend-elle la valeur de la Chine? Alors justement, on faisait une remarque donc qu'il y avait des divergences par rapport à diverses sources. Donc ça, c'est la valeur qui a été utilisée dans leur étude. Nous, pour la valeur moyenne mondiale, on avait plutôt des valeurs qui étaient aux alentours de 450 grammes par kilowattheure électrique. Quel est le taux de fuite pris en compte dans le calcul? Je crois que c'est 5% par an. Pourquoi l'étude a-t-elle été faite sur une machine frigorifique alors que l'annexe porte sur les pompes à chaleur? Alors là, l'étude a été faite sur un climatiseur qui fait du chauffage et de la climatisation. Et l'annexe 54, en effet, son titre, c'est les pompes à chaleur, mais finalement, dans cette annexe, on utilise également les climatiseurs. Quelle est la durée de vie des machines prises en compte pour l'étude? C'est 15 ans. Et donc, un replay où les slides seront-elles disponibles? Oui. Et donc, je vais laisser la parole à Michel maintenant pour conclure l'étude, pour conclure ce webinaire. Oui, je vais en premier apporter un élément de réponse complémentaire sur la première question concernant l'étude de l'Université de Maryland. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a encore beaucoup de climatiseurs à compresseur fixe et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce produit et peut-être la simplicité dans la modélisation par rapport à un type inverter. Voilà, oui, nous arrivons à la fin de cette... Oui, nous arrivons à la fin de cette session. Donc, je vous remercie de votre participation. Je vous rappelle donc qu'un replay sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube du CETIAT et nous allons vous transmettre dans la journée ou demain, bien sûr, les présentations et la vidéo de Benjamin Zuldorf pour l'annexe 58. Voilà. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier et je vous donne rendez-vous donc d'ici quelques mois pour une 8e édition des webinaires du CETIAT sur les activités de l'IEA HPT TCP. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question que vous auriez au sujet de ce programme de collaboration sur les pompes à chaleur. Merci beaucoup et à très bientôt.